Madame, je vois sa fille tous les jours. Le garde n'a même pas hésité en prononçant ces mots. Il s'est adossé à sa chaise comme s'il avait sorti cette réplique des centaines de fois auparavant, comme si c'était la routine. Puis, il a levé le menton en direction des portes vitrées derrière lui. Tenez, la voilà qui sort en ce moment même. J'y ai suivi son regard. Une jeune femme a franchi les portes de sécurité avec ce genre d'assurance qui ne demande aucune permission. Elle portait un manteau bleu marine sur mesure, sa posture était droite, son expression sereine. Elle n'a pas regardé autour d'elle. Elle n'en avait pas besoin. Tous ceux qui l'entouraient savaient déjà qui elle était censée être. Elle a dépassé le poste de contrôle sans s'arrêter, sans qu'on lui demande quoi que ce soit, sans être interrogée. Le garde m'a adressé un petit sourire presque amusé, comme s'il venait de prouver son point de vue. Vous voyez, a-t-il dit. Des curieux, il y en a tout le temps. Les gens s'imaginent qu'ils peuvent entrer ici comme dans un moulin en prétendant être de la famille. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis resté là, à la regarder disparaître au bout du couloir, comme si elle était à sa place, comme si elle y avait toujours été. Parce que, selon lui, c'était le cas. J'y ai laissé échapper un lent soupir, en gardant une voix posée. Eh bien, ai-je dit doucement. C'est intéressant. Le garde a eu un petit rire, retournant déjà à ses formulaires administratifs. Alors, à moins que vous n'ayez une pièce d'identité qui prouve le contraire, je vais devoir vous demander de vous mettre sur le côté. J'y ai hoché la tête une fois, ni offensée, ni surprise, juste pensive. Parce que si elle était sa fille, alors qui avais-je été toutes ces années? J'y ai baissé les yeux vers le badge visiteur que je tenais encore à la main. Il m'a soudain paru plus léger qu'il n'aurait dû l'être, comme s'il n'avait plus aucun poids. Puis, j'y ai relevé les yeux vers la porte qu'elle venait de franchir. Et j'y ai pris une décision. Très bien, ai-je dit en glissant le badge dans la poche de ma veste. Je comprends. Le garde s'est détendu immédiatement, comme si la situation s'était résolue d'elle-même. Mais ce n'était pas le cas. Loin de là, car je n'allais pas partir. J'y allais jouer le jeu. Je n'étais pas revenu sur la base de mon père depuis plus de 3 ans. Pas depuis la dernière fois où je m'étais retrouvé dans une pièce remplie des uniformes qui me surpassaient en grade à tous les niveaux, et où j'y avais réalisé que je n'avais ma place dans aucun d'eux. Pas depuis que j'y avais décidé que, peu importe ce qu'était mon père ou ce qu'il représentait, ce n'était pas une ombre dans laquelle je voulais vivre. Du moins, c'est ce que je me disais. La vérité était plus simple. Je ne le comprenais pas. Pas vraiment. Pour le monde entier, il était le général de corps des armées Armand Vallet. 4 étoiles. Un homme dont le nom pesait lourd dans des bureaux de l'Hexagone Ballard où je n'entrerai jamais. Le genre des hommes pour qui les gens se lèvent quand ils entrent dans une pièce. Le genre des hommes qui n'avaient pas besoin de hausser la voix pour être écoutés. Pour moi, il était juste papa. Ou du moins, il l'avait été. Nous nous parlions au téléphone quelques fois par an, pour les fêtes de fin des années surtout, et aux anniversaires quand nous y pensions. Nos conversations étaient polies, prudentes, comme deux personnes qui se connaissent assez bien pour ne pas poser les mauvaises questions. Il y a 3 semaines, il m'a appelé lui-même. Cela seul était inhabituel. « Tu es dans la région ?» a-t-il demandé. « Non » ai-je répondu. « Je devrais ?» Un silence. « Alors tu ferais bien de passer à la base. » Aucune explication, aucun détail, juste ça. J'y ai failli ne pas y aller. Mais il y avait quelque chose dans sa voix. Pas de l'urgence, pas de l'inquiétude. Autre chose. Quelque chose de mesuré, comme s'il avait déjà pris une décision et qu'on me donnait juste l'occasion de m'y rattraper. Alors, j'y ai pris la route ce matin depuis Bordeaux. J'y ai porté quelque chose de simple, de neutre, rien qui n'attire l'attention, aucune supposition, aucune attente. Et moins de 5 minutes après mon arrivée, on me disait que je n'existais pas. Je me suis éloigné du poste de contrôle pour me diriger vers la zone des attentes sur le côté. Quelques chaises en plastique, une machine à café qui avait connu des jours meilleurs, et une vue sur ce même couloir où cette femme avait disparu. Dès ici, je pouvais observer. Et c'est exactement ce que j'y ai fait. 10 minutes se sont écoulées. Puis 15 personnes sont entrées et sorties, des officiers, des sous-officiers, du personnel civil avec des badges soigneusement accrochés à leur veste. Personne ne m'a arrêté. Personne ne m'a demandé de partir. J'y étais juste une visiteuse de plus,
une autre personne sans véritable place dans le système. Jusqu'à ce que je la revoie. Elle est revenue par la même porte, plus lentement cette fois, en pleine discussion avec un homme en uniforme, un officier supérieur, peut-être un colonel. Sa posture à lui était détendue autour d'elle. Familière. Trop familière. Elle a souri à quelque chose qu'il a dit. Ce n'était pas ouvertement amical, ni inapproprié, juste confortable, comme si elle avait gagné cet espace. Je me suis légèrement penché en avant, observant la façon dont ils avançaient ensemble. La façon dont les gendarmes à l'accueil n'ont même pas levé les yeux quand elle est passée de nouveau. Aucune vérification des identités, aucune confirmation, rien. Le colonel s'est arrêté juste avant la sortie, disant quelque chose à voix basse que je n'ai pas pu entendre. Elle a hoché la tête, puis a continué seule, se dirigeant vers le parking. Pendant un instant, j'y ai envisagé de la suivre. De voir où elle allait. Mais ce n'était pas la question. L'important se trouvait à l'intérieur. Je me suis adossé à ma chaise, laissant mon regard dériver vers le poste de garde. Le gendarme de tout à l'heure était toujours là. Même posture, même assurance détendue, certains de ce qu'il savait, certains de celles qu'il voyait tous les jours. Je me suis levé et j'y ai marché vers le guichet. Il a levé les yeux à mon approche, une lueur de reconnaissance traversant son visage. « Oh, dit-il. Vous êtes toujours là. » J'y ai souri à peine. « J'y attends juste qu'on vienne me chercher, » ai-je dit. Il a hoché la tête, perdant déjà tout intérêt. C'était parfait. Je n'avais pas besoin de son attention. J'y avais besoin de sa routine. J'y ai jeté un coup d'œil au lecteur de badge à côté de lui, regardant un autre officier s'approcher, biper sa carte et passer sans un mot. Simple, prévisible, reproductible. J'y ai laissé passer encore quelques minutes. J'y ai observé, écouté, appris. Puis, quand le moment m'a semblé opportun, j'y ai bougé. Ni trop vite, ni avec hésitation. De façon naturelle, comme si je l'avais déjà fait, comme si j'y étais à ma place. Je me suis glissé dans la file derrière un groupe de militaires qui passaient le contrôle. Assez près pour ne pas me faire remarquer, pas assez pour qu'on me pose des questions. Le garde a à peine levé les yeux. Un par un, ils ont scanné leur badge. La porte s'est ouverte. Fermée. Ouverte à nouveau. Mon tour. Je n'avais pas de badge, mais j'y avais autre chose. Le bon timing. L'officier devant moi a scanné sa carte et a franchi le seuil. Je l'ai suivi à une demi-seconde des intervalles, juste au moment où la porte se refermait. Le garde a dit quelque chose, mais ce n'était pas agressif. Pas alarmé. Juste la routine. Et, madame. Je me suis tourné légèrement, croisant son regard avec la même expression sereine que j'y avais vue sur le visage de cette femme. Confiante, imperturbable, à ma place. Il a hésité, juste une seconde. Et dans cette seconde, j'y étais déjà à l'intérieur. La porte s'est refermée derrière moi avec un déclic. Et juste comme ça, je n'étais plus une visiteuse. Je faisais partie du système, du moins pour le moment. J'y ai avancé sans me retourner, le pouls régulier, à l'esprit clair. Quelque part, plus loin dans le bâtiment, mon père m'attendait. Et s'il savait ce qui se passait à sa propre grille, alors ce n'était pas une erreur. C'était un test, et je venais de décider de le passer. J'y ai continué à marcher comme si je savais exactement où j'y allais. C'était la première règle dont je me souvenais, non pas de mon père, mais de mes années passées à être sa fille. Les gens remettent en question l'incertitude bien plus vite qu'ils ne remettent en question l'accès. Si vous avez l'air perdu dans un endroit régi par le grade et la routine, quelqu'un le remarquera. Mais si vous avancez avec un but précis, la plupart des gens s'écarteront. Le couloir au-delà du poste de contrôle était plus silencieux que dans mes souvenirs. Sol ciré, murs administratifs blafards, photos encadrées des différents régiments, une vitrine exposant des plaques, des médailles de tradition, et des cadeaux de départ à la retraite des unités dont je ne reconnaissais les noms que pour les avoir entendus à travers des tables de dîner quand j'y étais plus jeune, et encore assez naïf pour croire que les hommes comme mon père passaient leur vie à parler de médailles. En réalité, il parlait rarement de son travail. Il rentrait à la maison couvert de silence, de la même façon que des autres hommes rentraient couverts des odeurs de tabac ou de cambouis. J'y ai croisé un bureau des accueils tenu par une femme en civil, la cinquantaine bien entamée, des lunettes au bout et une chaîne autour du cou. Elle a brièvement levé les yeux,
a vu mon visage, puis est replongée sur son ordinateur. Soit on m'avait confondu avec quelqu'un d'attendu, soit elle avait appris la même leçon que le garde. Ne pas remettre en question ce qui semble être à sa place. J'y ai pris le couloir de gauche. Pas parce que je savais où il menait, mais parce que la femme de l'entrée et le colonel avaient disparu dans cette direction un peu plus tôt. Un panneau des orientations indiquait les bureaux administratifs, les opérations, la planification, la liaison juridique, les communications, et les suites de commandement à l'étage supérieur. Plus j'y avançais, plus il devenait évident que ce n'était pas un simple agencement de bureaux de façade. Le bâtiment fonctionnait par strates, assez public pour autoriser des visiteurs à l'entrée, et assez privé pour cacher ce qui comptait vraiment 2 portes plus loin. Au bout du couloir, j'y ai ralenti près d'un tableau des affichages couverts de notes, réunion des familles de militaires, collecte de sang, cérémonie de départ, annonce de l'aumônerie. Toute la vie ordinaire d'une base militaire française tenait là, entre des punaises et de l'encre des imprimantes. Cela ancrait cet endroit dans le réel. Les gens se mariaient ici, élevaient leurs enfants ici, perdaient des amis ici, prenaient leur retraite ici. Malgré toutes les étoiles et les saluts militaires, la majeure partie de la vie de garnison se résumait encore à des quiches préparées après des funérailles et à l'épouse d'un tel organisant une collecte de couverture pour une association. Cette banalité rendait ce que je venais de voir encore plus étrange, et non à l'inverse. J'y ai entendu des pas et me suis tourné juste assez pour ne pas paraître suspecte. Le même colonel que tout à l'heure descendait le couloir avec un dossier coincé sous un bras. La cinquantaine, élégant, les tempes grisonnantes, une démarche aisée. Le genre des hommes qui avaient passé des décennies à l'intérieur des institutions et avaient appris à se rendre indispensables sans avoir l'air d'avoir les dents longues. Il s'est arrêté près d'une porte marquée direction des opérations et a jeté un coup d'œil derrière lui. Une seconde plus tard, la jeune femme est apparue. De près, elle avait l'air encore plus soignée qu'auparavant. Début de la trentaine, sans doute. Les cheveux bruns parfaitement attachés. Des bijoux discrets. Aucun badge visible dès où je me tenais, bien qu'elle se déplaçât comme si elle en avait un. Elle n'était pas habillée comme la femme d'un militaire de base. Elle ressemblait à quelqu'un qui comprenait exactement combien d'argent et de discipline il fallait pour avoir l'air de ne faire aucun effort. Le colonel a baissé la voix. Je me suis rapproché du panneau des affichages en faisant semblant de lire un tract pour un loto caritatif. Il va falloir être prudente cet après-midi, a-t-il dit. Je le suis toujours, a-t-elle répondu. Sa voix était grave et posée, avec la plus légère trace d'un accent du sud sous son vernis parisien. Elle semblait entraînée, elle aussi. Pas théâtrale. Préparée. Le briefing a été avancé, a-t-il précisé. Pas d'arrêts imprévus. Elle a fait un petit signe de tête. Compris. Puis, elle lui a souri d'une manière qui aime à nouer l'estomac. Ni dragueur, ni affectueux, mais complice. Le sourire d'une personne qui sait que l'autre lui dégage la route. Il lui a tendu le dossier. Pas de manière ostentatoire, pas en cachette, juste fluidement. Si j'y avais cligné des yeux, je l'aurais manqué. Elle l'a glissé sous son bras et a continué dans le couloir sans un mot de plus. Le colonel l'a regardé et s'éloigné pendant une demi-seconde, puis a tourné dans l'autre sens. Je suis resté là où j'y étais jusqu'à ce qu'ils aient tous les deux disparu. Mon père avait passé toute sa vie à m'enseigner une seule leçon, sans jamais s'asseoir pour me la dicter. Quand quelque chose cloche, ne réagis pas trop vite. Laisse la forme des choses apparaître. Alors, j'y ai laissé faire. Cette femme n'était pas une inoffensive visiteuse de courtoisie. Personne n'évoluait aussi confortablement dans une zone restreinte par accident. Personne ne se faisait remettre un dossier dans un couloir à l'extérieur de la direction des opérations à moins que cet échange n'ait de l'importance. Et le colonel, quel que fût son rôle exact, était trop expérimenté pour être négligent. Je me suis remis en mouvement, plus lentement cette fois. À la prochaine intersection, j'y ai aperçu la femme entrant dans une petite salle de réunion juste au bout d'un couloir latéral. La porte ne s'est pas complètement fermée. Je suis passé devant sans regarder à l'intérieur, puis je me suis arrêté à une fontaine à eau à une dizaine de mètres de là. Le murmure des voix filtrait. Une voix des hommes, la sienne, puis celle d'un autre homme, plus jeune, plus tranchante. J'y ai attendu que des bruits de pas résonnent plus loin dans le couloir, créant juste assez de bruit de fond pour couvrir mon propre déplacement. Puis je suis revenu sur mes pas et me suis positionné près de la porte entr'ouverte.
Il a dit qu'il signerait si le général ne voit jamais la chaîne complète, disait le jeune homme. Il ne la verra pas, a répondu la femme. Pas si la journée se déroule comme prévu. J'y ai senti la nuque me glacer. La première voix masculine, plus âgée, probablement le colonel, a repris la parole. Pas d'improvisation. Nous sommes allés trop loin pour faire des erreurs. Trop loin. Il n'en était pas au début. Ils ne l'envisageaient pas. Ils y étaient. J'y ai entendu du papier glisser sur une table. Puis la femme a dit quelque chose qui m'a pétrifié. Si on pose des questions, j'y étais au bureau des familles toute la matinée. Ils ont l'habitude de m'y voir. Le bureau des familles. C'était une expression tellement étrange que j'y ai presque douté de mes propres oreilles. Mon père n'avait pas de bureau des familles. Il n'avait jamais été ce genre d'homme. Il gérait les affaires personnelles de la même manière qu'il gérait tout le reste, en privé, directement, et sans fioriture. L'expression semblait inventée, un titre conçu pour justifier une présence, un titre répété assez souvent pour devenir une routine. Soudain, les mots du garde à l'entrée ont pris une tournure plus sombre. Je vois sa fille tous les jours. Pas sa fille. Un poste. Un rôle que quelqu'un avait créé et inséré dans le bâtiment jusqu'à ce que tout le monde cesse de s'y opposer. Je me suis éloigné avant qu'il ne puisse terminer. Je n'avais pas besoin d'en savoir plus pour le moment. Ce qu'il me fallait, c'était éviter d'être vu trop tôt. J'y ai tourné au coin et j'y ai failli percuter un jeune lieutenant qui portait une pile de classeurs. Il en a rattrapé un avant qu'il ne glisse et m'a adressé un sourire des excuses rapides. « Pardon, madame. »« Pas de mal, » ai-je répondu. Il m'a regardé à nouveau, comme s'il essayait de remettre mon visage. Pas avec suspicion, avec curiosité. Puis ses yeux se sont très légèrement écarquillés. « Oh, je n'avais pas réalisé que vous étiez de retour. »« De retour ?» Mon rythme cardiaque n'a pas changé, mais quelque chose en moi s'est aiguisé. « Je viens tout juste d'y arriver, » ai-je dit prudemment. Il a hoché la tête trop vite. « Bien sûr, autant pour moi. » Avant que je puisse lui demander ce qu'il voulait dire, une sonnerie a retenti dans le couloir, et un haut-parleur a annoncé que l'état-major devait se rendre au briefing dans 10 minutes. Le lieutenant s'est éloigné à la hâte. Je suis resté là pendant un instant silencieux, comprenant deux choses à la fois. Premièrement, cette femme était là depuis assez longtemps pour être reconnue comme faisant partie des murs. Deuxièmement, je n'étais pas la seule que certaines personnes s'attendaient à voir. Quel que soit le jeu qui se jouait au sein du commandement de mon père, il ne reposait pas sur un seul mensonge. Il reposait sur de nombreux petits mensonges répétés jusqu'à devenir l'air que l'on respirait dans ces pièces. Et pour la première fois depuis que j'y avais franchi ce poste de contrôle, j'y ai cessé de me sentir comme une intruse égarée en zone dangereuse. Je me suis senti comme quelqu'un que mon père attendait depuis le début. C'était la pensée que je gardais encore à l'esprit lorsqu'une voix grave et familière a résonné derrière moi. Tu es allé plus loin que la plupart des gens. Je me suis retourné. Mon père se tenait au bout du couloir en grand uniforme, 4 étoiles argentées sur les épaulettes, le visage illisible. Il n'avait pas l'air surpris de me voir. Il avait l'air en retard pour une réunion qu'il n'avait accepté de repousser qu'une seule fois. Pendant un instant, je n'ai pas bougé. J'y avais imaginé ces retrouvailles de dizaines de façons différentes au cours des 3 dernières années. Gênée, formelle, peut-être même distante. Mais pas comme ça. Pas avec lui planté là comme s'il avait tout observé depuis le début. Tu es allé plus loin que la plupart des gens, a-t-il répété. Sa voix n'avait pas changé. Toujours grave, toujours maîtrisée. Le genre de voix qui n'avait pas besoin de monter dans les tours pour imposer l'autorité. J'y ai fait un pas vers lui. J'y ai eu de l'aide, ai-je dit. Ses yeux se sont légèrement décalés vers le couloir derrière moi, en direction de la salle de réunion, puis sont revenus sur moi. Oui, dit-il. C'est vrai. C'était tout. Pas de surprise, pas de question, juste une confirmation. Et à cet instant, tout s'est mis en place dans mon esprit. Tu le savais, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Il a soutenu mon regard pendant une longue seconde, puis a fait un léger signe de tête. Je m'en doutais, a-t-il répondu. Maintenant, j'y en suis sûr. J'y ai laissé échapper un lent soupir. Alors le garde à l'entrée, le lieutenant, le colonel. Conditionné, a-t-il lâché. Avec le temps,
Ce mot a frappé plus fort que tout ce qu'il aurait pu dire des autres. Pas dupé, pas dans l'erreur. Conditionné. Comme si cela avait été fait minutieusement, de façon répétée, en silence. J'y ai croisé les bras, non par besoin de me défendre, mais pour me stabiliser. Et tu as laissé faire. Il n'a pas répondu tout de suite. Il est passé devant moi et a fait un geste vers le couloir. Marche avec moi. Je l'ai suivi. Nous avons avancé côte à côte. Son rythme était mesuré, sans précipitation. Quiconque nous aurait croisés et n'aurait rien vu d'inhabituel, juste un général et une civile marchant dans sa base. Mais moi, je le sentais. Ce basculement, le poids des non-dits. Tu penses que j'y ai laissé faire, a-t-il fini par dire. Je pense que tu ne l'as pas arrêté, ai-je répondu. Une infime lueur, presque un sourire, a effleuré le coin de ses lèvres. Elle arrêtait trop tôt, a-t-il dit, aurait résolu le mauvais problème. Je lui ai jeté un coup d'œil. Et quel est le bon problème? Il s'est arrêté de marcher. Moi aussi. Puis il s'est tourné complètement vers moi. La question n'est pas de savoir qui elle est, a-t-il expliqué. La question est de savoir à qui profite sa présence ici. J'y ai soutenu son regard. Et tu ne le savais pas, je n'avais pas de preuves, a-t-il dit. Pas le genre de preuves qui tiennent quand les gens commencent à nier en bloc. Cela lui ressemblait bien. Pas réactif, pas impulsif. Délibéré. Toujours délibéré. Alors, tu as monté un dossier, ai-je dit. J'y ai observé, a-t-il corrigé. J'y ai attendu. J'y ai repensé à la conversation que j'y avais surprise. Le dossier, la mention du briefing. Il passe à l'action aujourd'hui, ai-je dit doucement. Son expression n'a pas changé, mais je l'ai vu. Ce minuscule changement dans son regard. Oui, a-t-il dit. En effet. Et tu le savais, ça aussi. Je savais que quelque chose se produirait bientôt, a-t-il répondu. Ton timing a été utile. J'y ai presque ri en entendant ça. Mon timing. Il m'a regardé un instant, puis a ajouté, tu débarques à l'improviste, tu passes un point de contrôle restreint sans autorisation, tu observes sans interférer. Une pause. Ce n'est pas un accident. Je l'ai scruté. Tu crois que je suis venu ici en faisant partie de ton plan? Je crois, a-t-il dit avec prudence, que tu es venu ici parce que tu savais que quelque chose clochait, même si tu ne savais pas quoi. J'y ai ouvert la bouche pour protester, puis je me suis tu. Parce qu'il n'avait pas tort. Je n'avais pas su pourquoi son appel m'avait troublé, mais c'était le cas, et j'y étais venu quand même. Il s'est retourné et a repris sa marche. Par ici, a-t-il dit. Nous nous sommes dirigés vers une porte sécurisée au bout du couloir. Il a tapé un code, badgé sa carte, et la porte s'est déverrouillée dans un léger cliquetis. À l'intérieur, c'était un bureau plus petit, silencieux, contrôlé, à l'écart du reste du bâtiment. Un bureau, 2 chaises, un écran mural affichant les flux de vidéosurveillance de différents secteurs de la base. Il m'a fait signe de m'asseoir. Je ne l'ai pas fait. Pas encore. Je les ai entendus, ai-je dit. Dans la salle de réunion. Ses yeux se sont posés sur moi. Que as-tu entendu? Assez, ai-je répondu. Elle n'agit pas seule. Je sais. Le colonel. Le chef des états-majors, a-t-il corrigé. Cela avait du sens. Trop de sens. Et l'autre, ai-je poursuivi. Plus jeune, nerveux. Il a hoché la tête une fois. Nous l'avons identifié. J'y ai expiré lentement. Alors, c'est quoi le plan? Il n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, il s'est dirigé vers l'écran et a tapé sur une touche. Une des caméras s'est agrandie, montrant le couloir à l'extérieur de la salle de réunion que je venais de quitter. Quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte. La femme, Chloé, est sortie. Elle avait l'air posée, maîtresse d'elle-même, exactement comme avant. Mais maintenant, j'y en savais davantage. Elle se croit invisible, a dit mon père. Elle ne l'est pas, ai-je répondu. Non, a-t-il concédé. Elle ne l'est pas, un autre flux est apparu, montrant cette fois la salle de briefing. Les officiers commençaient à prendre place, les documents étaient préparés, les conversations restaient discrètes.
La routine en apparence. Elle bougera pendant le briefing, a-t-il dit. Comment? Il a tendu le bras et a pris un dossier sur son bureau. Il est l'a soulevé. Avec ça, a-t-il dit. Je l'ai regardé, puis j'y ai reporté mon regard sur lui. Un leurre, ai-je demandé. Un test, a-t-il corrigé. Bien sûr que ça elle était. Avec lui, tout était un test. Et si elle le prend, ai-je demandé. Alors nous confirmons toute la chaîne, a-t-il répondu. Et si elle ne le prend pas? Il a reposé le dossier. Alors nous attendrons encore. J'y ai secoué légèrement la tête. Tu attends depuis combien de temps? Assez longtemps, a-t-il dit. Je l'ai observé pendant un instant, puis j'y ai posé la question qui me trottait dans la tête depuis que j'y avais vu cette femme passer le poste de contrôle. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Il a croisé mon regard. Parce que je ne savais pas si je pouvais te faire confiance sur ce coup. La franchise de sa réponse ne m'a pas piqué comme elle aurait pu le faire autrefois. Au contraire, elle m'a semblé juste. Et maintenant, ai-je demandé. Un silence. Et puis tu es entré sans badge, a-t-il dit. Tu as observé, tu t'es adapté, tu n'as pas réagi de manière émotionnelle. Une autre pause. J'y ai plus confiance en ce que tu fais qu'en ce que tu dis. Ça, c'était tout lui. J'y ai hoché la tête. Très bien, ai-je dit. Alors, dis-moi ce dont tu as besoin. Il m'a étudié encore un instant, puis a fait un petit signe de tête presque imperceptible. Reste exactement où tu es, a-t-il dit. J'y ai légèrement froncé les sourcils. C'est tout? C'est tout. J'y ai jeté un nouveau coup d'œil à l'écran. La femme descendait le couloir, se dirigeant vers la salle de briefing. Il me semble que je pourrais être plus utile que ça, ai-je dit. Tu le pourrais, a-t-il admis. Mais l'utilité n'est pas la même chose que le contrôle. Je me suis tourné vers lui. Et tu veux le contrôle? J'y ai besoin du contrôle, a-t-il corrigé. Un temps a passé entre nous. Puis j'y ai compris. Il ne se contentait pas de les regarder. Il maîtrisait l'échiquier. Chaque mouvement, chaque pièce. Y compris moi. Je me suis légèrement reculé, croisant les bras. D'accord, ai-je dit. Je reste. Il a hoché la tête, puis s'est retourné vers l'écran. La salle de briefing était presque pleine maintenant. Le décor était planté. Et quelque part dans cette pièce, un mensonge était sur le point d'être révélé. J'y ai fixé l'écran, le pouls régulier, l'esprit clair. Pour la première fois depuis que j'y avais posé le pied sur la base, je n'étais plus dans la réaction. Je faisais partie du plan, et quoi qu'il se passe ensuite, la mécanique était déjà en marche. Je suis resté là où il m'avait dit de rester. Cela allait contre mon instinct. Tout mon être voulait bouger, voulait la suivre, et j'y avais appris depuis longtemps que la façon la plus rapide de perdre les deux était d'agir trop tôt. Je me suis donc assise sur la chaise en face de son bureau, les mains croisées lâchement sur mes genoux, les yeux rivés sur l'écran. Sur le moniteur, la salle de briefing avait fait le plein. Les officiers supérieurs prenaient place avec cette efficacité silencieuse qui vient des années passées à faire la même chose, à la même heure, dans différents bâtiments à travers le pays. Les feuilles étaient alignées, les stylos posés, les téléphones sur silencieux. C'était une assemblée entraînée à être prête avant même que la réunion ne commence. Elle est entrée la dernière. Pas en retard, parfaitement à l'heure. La porte s'est ouverte et elle est entrée avec le même flegme que j'y avais vu à la grille, au point de contrôle, dans le couloir. Pas de vérification de badge, pas d'hésitation. L'homme à la porte lui a fait un bref signe de tête et s'est écarté. Elle n'a regardé personne directement, mais j'y ai observé la façon dont les gens la remarquaient. Pas avec surprise, pas même avec curiosité, juste un subtil changement. Les épaules se redressant, les yeux se levant, le plus infime ajustement de posture qui signalait la reconnaissance, la familiarité, et l'acceptation. Conditionné, avait dit mon père. Les mots s'installaient à nouveau, plus lourds maintenant. Regarde le côté gauche de la pièce, a-t-il dit doucement. J'y ai suivi ses instructions. Le chef des états-majors, le colonel Moreau, était assis 3 chaises plus loin du bout de la table. Son dossier était ouvert, un stylo coincé entre ses doigts. À cette distance, il ressemblait exactement à ce qu'il était censé être, expérimenté, serein, concentré sur le travail qu'il avait devant lui.
Rien en lui ne suggérait le risque. Rien ne suggérait une ambition dépassant les limites acceptables. Mais j'y avais vu le couloir. J'y avais entendu sa voix. Il n'a pas regardé dans sa direction lorsqu'elle est entrée. Il n'en avait pas besoin. La connexion entre eux avait déjà été établie ailleurs, hors de vue, là où elle ne pouvait pas être mesurée. La plupart des gens surveillent ceux qui font du bruit, a dit mon père. Ils ratent ceux qui n'en ont pas besoin. J'y ai acquiescé doucement. Et le plus jeune, ai-je demandé. Il a tapé sur une touche, changeant d'angle. La deuxième caméra montrait l'autre bout de la table. Il était là, la trentaine à peine. Cheveux ras, silhouette svelte, son uniforme impeccable, mais porté avec moins d'aisance que les autres. Il ajustait ses feuilles trop souvent, levait les yeux trop vite. Son attention n'était pas sur la réunion. Elle était sur elle. Le capitaine Dubois, a dit mon père. Officier de liaison logistique. On dirait qu'il attend un signal, ai-je remarqué. C'est le cas. La pièce s'est tue lorsque mon père est entré dans le champ de la caméra. Même à l'écran, sa présence changeait l'atmosphère. Les conversations se sont arrêtées sans qu'on le demande. Les dos se sont redressés sur les chaises. Le silence qui a suivi n'était pas forcé. Il était attendu. Il a pris place en bout de table. « Messieurs, bonjour », a-t-il dit. Pas de voix haussée, pas de mots inutiles. Juste ce qu'il fallait. Le briefing a commencé. Les mises à jour de routine des abords. Opération, effectif, mouvement de la chaîne des approvisionnements. Tout cela ressemblait exactement à ce que cela devait être, le rythme régulier et banal d'un commandement en état de marche. Mais je n'écoutais pas le fond. Je guettais les bords, je l'observais elle, je l'observais lui, j'y observais l'espace entre eux. 10 minutes ont passé. 15. Puis mon père a fait quelque chose d'infime, si subtil que personne à l'extérieur de cette pièce ne l'aurait remarqué. Il a refermé son dossier. Avant de passer à la suite, a-t-il dit, je voudrais revoir les projections logistiques révisées. Il n'a regardé personne en particulier, mais l'effet a été immédiat. Le capitaine Dubois s'est raidi. Juste un peu. Le stylo du colonel Moreau s'est figé au-dessus de sa page. Et elle n'a pas bougé du tout. Capitaine Dubois, a poursuivi mon père. Vous avez les chiffres actualisés. Dubois s'est éclairci la gorge. Mes respects, mon général. Oui. Il a tendu la main vers son dossier. Pas celui juste en face de lui. Celui qui se trouvait légèrement sur sa gauche. Je me suis penché en avant sur ma chaise, d'un mouvement presque inconscient. Ce n'est pas le sien, ai-je murmuré. Non, a répondu mon père. Ça ne l'est pas, sur l'écran, Dubois a ouvert la pochette. Je l'ai vu alors. La marque discrète dans le coin de la première page. Une annotation subtile. Rien de flagrant. Le genre de chose qu'on ne remarque pas à moins de la chercher. Ou à moins de l'avoir mise là soi-même. Un leurre. Un test. Dubois a commencé à parler, lisant la page. Sa voix était assurée au début, suffisamment confiante pour faire illusion. Mais les chiffres ne correspondaient pas au rapport précédent. Ils ne le pouvaient pas, car ils avaient été modifiés. Pas de manière spectaculaire, juste ce qu'il fallait. Juste assez pour qu'une personne n'étant pas censée y avoir accès révèle que, justement, elle l'avait eu. J'y ai observé la salle. Certains des officiers ont légèrement froncé les sourcils, pas par alarme, mais par confusion. Moreau a pris la parole ensuite. Ces chiffres ne s'alignent pas sur les projections précédentes, a-t-il dit calmement. Dubois a hésité une fraction de seconde. Puis il a rectifié. Mis à jour ce matin, mon colonel, a-t-il dit. Moreau a hoché la tête une fois, comme si cela avait du sens, comme s'il s'y attendait. J'y ai senti que les rouages s'emboîtaient. Ils ont déjà fait le coup, ai-je dit. Oui, a répondu mon père. Plus d'une fois. Sur l'écran, elle a enfin bougé. Juste un mouvement de la main. Un léger ajustement du dossier devant elle, mais c'était suffisant. Suffisant pour confirmer qu'elle savait exactement ce qui se passait, qu'elle avait anticipé ce moment. C'est son signal, ai-je dit. Mon père n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin, car le prochain mouvement n'était pas le sien. C'était celui de mon père.
Il laissait très légèrement adossé à sa chaise, son expression toujours impavide. « Capitaine, a-t-il dit, pourriez-vous expliquer comment ces révisions ont été validées ?» La pièce s'est figée. Dubois a levé les yeux directement vers lui. Pour la première fois depuis le début de la réunion, il a bafouillé. Il a commencé sa phrase et s'est arrêté, car il n'y avait pas de bonne réponse, pas de porte de sortie élégante, seulement celle qu'ils avaient préparée. J'y ai vu ses yeux dériver vers Moreau, puis vers elle. À l'espace d'1 seconde, mais c'était suffisant. C'était toujours suffisant. Mon général, a dit Dubois, forçant sa voix à retrouver sa place. Les ajustements ont été faits sur la base des rapports de fournitures actualisés, qui ont été examinés par. Mon père a demandé. Une autre pause, plus longue cette fois. Par l'état-major des opérations, mon général. Des noms, a demandé mon père. Pas de colère, pas de pression, juste une demande. Dubois a dégluti. Et à cet instant, je l'ai vu. La fêlure, minuscule mais irréversible. Parce que le système qu'ils avaient construit, la routine, le conditionnement, les mensonges discrets et répétés, tout cela ne fonctionnait que tant que personne ne posait la mauvaise question. Mon père venait de la poser, et il n'y avait plus de réponse préfabriquée en réserve. Je me suis calé au fond de ma chaise, expirant lentement. C'est ici que ça casse, ai-je dit. Les yeux de mon père sont restés fixés sur l'écran. Non, a-t-il répondu. Un battement. Puis, calmement, c'est ici que ça se révèle. Sur l'écran, Dubois a rouvert la bouche, et cette fois, ce qu'il allait dire déciderait de tout. Dubois a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Pendant un instant, la salle a retenu son souffle avec lui. 30 ans sous les drapeaux avaient appris à la plupart des hommes et des femmes autour de cette table comment supporter le silence sans sourciller. Ils savaient que quelque chose venait de basculer, même s'ils ne savaient pas encore quoi. Mon père n'a pas bougé. Il n'a pas insisté. Il a simplement attendu. C'était le genre des attentes qui poussait les gens à en dire plus que n'importe quelle question. Mon général, a finalement dit Dubois, la voix plus serrée qu'avant. Les noms sont dans l'annexe. Il a tapoté le dossier. Pas celui qui lui appartenait. Celui qu'il n'était pas censé avoir. J'y ai senti ma mâchoire se crisper d'1 fraction de millimètre. C'était donc son choix. Plonger tête baissée. Faire confiance au système qui l'avait porté jusqu'ici. Sur le moniteur, le colonel Moreau a tendu la main vers sa propre copie des documents, feuilletant jusqu'à la section évoquée par Dubois. Ses gestes étaient fluides, rodés, sans la moindre trace d'incertitude. Annexé, a-t-il dit presque pour venir en aide. Il n'a pas regardé Dubois en le disant. Il n'en avait pas besoin. La salle a suivi le mouvement. Les pages ont tourné, les stylos se sont levés, quelques têtes ont hoché comme si l'explication tenait la route. C'était presque convaincant. Presque. Mon père a laissé la situation décanter pendant exactement 3 secondes. Puis il a parlé. Elle annexée, a-t-il répété. C'est intéressant. Il s'est légèrement penché en avant, posant ses avant-bras sur la table. Parce que elle annexée, a-t-il poursuivi, a été retiré de la diffusion officielle à 6 heures ce matin. Personne n'a bougé. Pas au début. Puis je l'ai vu. Une onde. Imperceptible dans les grands gestes. Personne ne s'est levé. Personne n'a haussé la voix. Mais dans une salle comme celle-ci, les plus petits changements faisaient le plus de bruit. Un stylo s'est immobilisé. Une page s'est figée en l'air. Dubois s'est pétrifié. Et Moreau. Moreau a fait quelque chose d'encore plus révélateur. Il n'a pas eu l'air surpris. Il a eu l'air pensif, comme s'il recalculait. Ils ont dû travailler à partir d'une version antérieure, a dit Moreau, d'une voix calme et égale. Les retards de circulation, ça arrive, surtout quand les mises à jour sont faites juste avant le briefing. C'était une bonne réponse. Propre, plausible, le genre de réponse qui aurait satisfait la plupart des gens dans la plupart des réunions. Mais pas ici. Pas aujourd'hui. Mon père a légèrement tourné la tête, fixant enfin Moreau dans les yeux. Colonel, a-t-il demandé. Êtes-vous en train de suggérer que le capitaine Dubois a eu accès à des documents périmés et les a présentés comme étant à jour sans aucune vérification? Moreau a soutenu son regard. Je suggère, a-t-il dit,
que nous clarifions la chronologie avant de tirer des conclusions. Mesuré, prudent, essayant toujours de dicter le rythme. J'y ai observé Dubois. Sa respiration avait changé. C'était subtil, mais présent. Ses épaules n'étaient plus aussi stables qu'avant. Ses yeux faisaient des allers-retours trop rapides entre Moreau, les feuilles et mon père. Il attendait. Il attendait des directives, il attendait la permission de corriger le tir. Mais Moreau ne l'a pas donné. Pas encore. Car le plan, quel qu'il fût, reposait sur la confiance, sur l'élan, et cet élan venait d'être brisé. Mon père s'est de nouveau adossé, comme s'il pesait la suggestion. Très bien, a-t-il dit. Clarifions. Il a passé la main à côté de sa chaise et a soulevé un second dossier. Pas celui qui était sur la table, un autre. Identique à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Même à travers l'écran, je pouvais sentir l'atmosphère changer dans la pièce. Parce que maintenant il y avait deux versions de la même chose. Deux réalités, et une seule d'entre elles était vraie. Ceci, a dit mon père en levant le dossier juste assez pour que la salle puisse le voir, est la version officielle du rapport diffusé à 6 heures. Il l'a posé devant lui. Capitaine, a-t-il continué. Pourriez-vous lire les chiffres de la page 4 ? Dubois n'a pas bougé. Capitaine, a répété mon père. Dubois a dégluti. À vos ordres, mon général. Il a tourné la page. Mais avant qu'il ne puisse prononcer un mot, une voix l'a interrompu. Mon général. C'était elle. Pour la première fois depuis le début de la réunion, elle parlait. Tous les yeux de la salle se sont tournés vers elle. Elle était assise, impassible, les mains posées délicatement sur son propre dossier. Aucun signe de panique, aucun signe d'urgence, seulement le contrôle. Si vous me le permettez, a-t-elle dit, il semble y avoir une confusion concernant les versions du document. J'y étais présente lors des révisions de ce matin. Mon pouls a ralenti, au lieu d'accélérer. Ralenti parce que c'était ça. C'était la manœuvre. Elle ne battait pas en retraite. Elle avançait, assumant la situation. Si je comprends bien, a-t-elle poursuivi, plusieurs brouillons ont circulé parmi le personnel avant l'approbation finale. Il est possible que le capitaine Dubois ait reçu une de ces copies intermédiaires. Son ton était serein, professionnel, respectueux. Elle n'a regardé ni Dubois, ni Moreau. Elle n'a regardé que mon père. Et pendant un instant, juste un instant, j'y ai pu voir comment cela avait fonctionné. Comment elle s'était intégrée au système. Elle ne défiait pas l'autorité. Elle s'y alignait juste assez souvent pour qu'on lui fasse confiance, pour être acceptée, pour être invisible. Mon père l'a dévisagé en silence. Et vous êtes, a-t-il demandé. La question est tombée comme une pierre dans une eau calme. Pas forte, mais impossible à ignorer. Une lueur, la plus infime des lueurs, a traversé son visage. Puis a disparu. Chloé, a-t-elle répondu. J'y assiste à la liaison avec les familles et à la coordination administrative. La liaison avec les familles. C'était encore là. Le rôle inventé, le mensonge confortable. Mon père a hoché la tête, comme s'il prenait la chose en considération. Et votre habilitation pour avoir accès à ces documents, a-t-il demandé. Une nouvelle pause. Plus courte cette fois, mais plus acérée. Je travaille avec le bureau du colonel Moreau, a-t-elle dit. Pas une réponse directe. Une pirouette. Propre, efficace, et entièrement dépendante d'une seule chose, que Moreau la couvre. Je l'ai regardé, lui. C'était l'instant de vérité. Le point de bascule. Il pouvait prendre ses distances. Il pouvait limiter la casse. Ou il pouvait s'engager. Il a fait son choix. Elle a les habilitations via mon bureau, a déclaré Moreau. Pas d'hésitation, pas d'incertitude, un alignement total. Et juste comme ça, la ligne rouge était franchie. Non pas entre le bien et le mal, mais entre la vérité et ce qu'ils avaient érigé à la place. Je me suis calé lentement au fond de mon siège, le poids de l'instant m'envahissant. Ils sont tous mouillés, ai-je murmuré. Mon père ne m'a pas regardé. Il n'en avait pas besoin. Oui, a-t-il dit. Sur l'écran, il a refermé doucement le deuxième dossier. Délibérément. Puis il a balayé la pièce du regard.
Pas une personne en particulier, toutes. Bien, a-t-il dit. Un seul mot. Mais il charriait quelque chose de nouveau. Ni curiosité, ni patience. De la finalité. Parce que cela, a-t-il poursuivi, rend la suite des événements beaucoup plus simple. La pièce n'a pas réagi. Pas tout de suite. Mais je l'ai senti. Ce changement, cet instant où le contrôle change entièrement de main. Le piège n'était plus en train d'être tendu. Il s'était déjà refermé. Et pour la première fois, il commençait à s'en rendre compte. Personne n'a parlé. Pendant quelques secondes, la pièce a maintenu cet équilibre fragile entre la certitude et le doute. Cet endroit où des gens qui étaient sur des une minute plus tôt commencent à reconsidérer ce qu'ils pensaient savoir. Mon père a laissé la situation infuser. Il ne précipitait jamais à l'instant. Il ne le faisait jamais. Puis il a tendu la main vers le petit panneau de contrôle à côté de lui et a appuyé sur un seul bouton. Les lumières ont légèrement baissé. L'écran à l'avant de la salle de briefing s'est allumé. Au début, il ne montrait rien d'inhabituel, juste un couloir familier. Le même couloir à l'extérieur de la direction des opérations. Je me suis penché en avançant et m'en rendre compte, car je savais ce qui allait suivre. Sur l'écran, les images horodatées ont commencé à défiler. 6h07, le couloir était désert. Puis la porte s'est ouverte. Chloé est sortie. Elle avait l'air exactement comme tout à l'heure, posée, contrôlée, banale. Mais maintenant, tous les yeux de la pièce étaient braqués sur elle. Pas comme un bruit de fond. Comme une preuve. Elle s'est avancée dans le couloir, elle s'est arrêtée. Et un instant plus tard, le colonel Moreau est entré dans le cadre. La même démarche souple, le même calme calculé. Il lui a parlé brièvement. Le son n'était pas fort, mais il était suffisamment clair. Pas d'arrêts imprévus. Sa réponse a été tout aussi assurée. Je le suis toujours. Quelques têtes se sont tournées vers Moreau dans la salle. Il est resté de marbre. Sur la vidéo, il lui a remis le dossier. Le même que Dubois avait utilisé. Le même qui n'était plus censé exister. La salle n'a pas réagi d'un seul coup. Ça ne se passe jamais comme ça. Au lieu de cela, c'est venu par morceaux. Une chaise qui grince. Quelqu'un qui expire un peu trop fort. Un stylo qui tombe. Des détails, mais chacun résonnant plus fort que le précédent. La vidéo a continué. Chloé s'est éloignée. Moreau est resté dans le couloir encore un instant, puis elle s'est tourné et a regardé directement à l'objectif de la caméra, pas effrayé, pas surpris, juste conscient. La vidéo s'est figée sur cette image. Mon père s'est levé lentement. Il fixait l'écran comme si l'image allait changer et s'il la regardait assez longtemps, comme si elle pouvait lui offrir une fin différente. Ce ne fut pas le cas. Il a commencé, puis s'est arrêté, parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Mon père a pivoté légèrement. Colonel Moreau, a-t-il dit. Moreau n'a pas regardé l'écran. Il a regardé mon père, droit, posé, mais l'aisance s'était envolée. Juste assez pour s'en apercevoir. Mon général, a-t-il dit, votre bureau a fourni les habilitations. Mon père a continué. Souhaitez-vous clarifier la nature de cette autorisation? Moreau a soutenu son regard. Pendant un instant, j'y ai cru qu'il allait essayer de remodeler l'histoire, de la recadrer. Mais la dynamique de la pièce avait basculé de façon trop drastique. La preuve n'était plus une suggestion. C'était une archive. Et les archives? Les archives ne débattent pas. Elles restent. Elle assistait à la coordination administrative, a finalement lâché Moreau. Prudent. Toujours prudent. Et au transfert de documents classifiés, a demandé mon père. Une pause plus longue cette fois. La mâchoire de Moreau s'est très légèrement contractée. Je devrais revoir le contexte dans son ensemble avant de faire une déclaration, a-t-il dit. C'était là. La retraite. Ni déni, ni aveu, un gain de temps. Mon père a hoché la tête une fois. Comme il vous plaira, a-t-il dit. Puis il a tourné son attention vers Chloé. Elle n'avait pas bougé. Pas même quand la vidéo a été diffusée. Pas même quand la pièce s'est effondrée autour d'elle. Elle était assise exactement comme avant. Les mains jointes, le dos droit, un pas vide. Mais maintenant,
la salle la voyait. Non plus comme une présence familière, mais comme une question. « Et vous » a dit mon père. Ses yeux ont croisé les siens. Calme. Toujours calme. Oui, mon général. Vous avez déclaré assister à la liaison avec les familles. C'est exact. Pour quelle famille? Un temps des arrêts. Puis, la vôtre, mon général. La réponse est tombée avec douceur, mais elle portait son poids, car ce n'était pas entièrement un mensonge. C'était ça qui était habile. Dangereux. Mon père l'a scruté pendant un long moment. Puis il a dit, non. Juste ça. Pas de colère, pas des éclats de voix. Juste non. Vous assistez pour des accès, a-t-il continué. Des accès que vous n'étiez pas autorisé à avoir. Le silence s'est à nouveau abattu, mais cette fois, ce n'était pas de l'incertitude. C'était de la clarté. Il s'est éloigné de la table, des un pas mesurés, jusqu'à se tenir devant la salle. Entre eux, entre la vérité et ce qu'ils avaient essayé de bâtir à la place. La gendarmerie va entrer dans cette pièce d'ici 30 secondes, a-t-il annoncé. Personne n'a réagi tout de suite. Puis, le bruit de la porte qui se déverrouille. Des bruits de pas dans le couloir. Ferme, précis, attendu. Le masque de Chloé s'est alors fêlé. Pas de manière spectaculaire, pas assez pour que quelqu'un qui n'ait pas entraîné le remarque. Mais je l'ai vu. Le plus infime froncement autour des yeux, le calcul, la prise de conscience. Ce n'était pas un moment dont elle pourrait se sortir par la parole. Ce n'était pas un système dans lequel elle pourrait se fondre. C'était la fin. La porte s'est ouverte. 2 gendarmes de LR sont entrés. Ils ne se sont pas précipités. Ils n'en avaient pas besoin. Ils avaient des ordres. Colonel Moreau, a dit mon père, vous êtes relevé de vos fonctions en l'attente d'une enquête officielle. Aucune hésitation. Aucune douceur. Que des faits. Moreau s'est levé lentement. Pour la première fois depuis que je l'avais vu, il faisait son âge. Pas faible, mais humain. Bien, mon général, a-t-il dit. Chloé est restée assise. Les gendarmes se sont approchés d'elle ensuite. Madame, a dit l'un d'eux. Nous allons vous demander de nous suivre. Elle s'est levée avec grâce. Même maintenant, même à la fin, elle n'a pas résisté. Elle n'a pas argumenté. Elle s'est simplement ajustée, comme quelqu'un qui avait toujours su que c'était une issue possible. Alors qu'il la guidait vers la porte, elle a jeté un dernier coup d'œil en arrière. Pas à Moreau, pas à Dubois. À mon père. Et pendant une brève seconde, quelque chose est passé entre eux. Pas du respect, pas tout à fait. La reconnaissance du jeu. De l'issue. De celui qui elle avait contrôlé depuis le début. Puis, elle a disparu. La porte s'est refermée sur elle. Et, d'un seul coup, la pièce a expiré. Mon père s'est tourné vers la table. Son regard s'est posé sur chaque visage, sans accuser, sans s'attarder, simplement en prenant acte. Vous êtes entraîné à faire confiance à ce que vous voyez de façon répétée, a-t-il dit. Ce n'est pas un échec. Une pause. Mais c'est une vulnérabilité. Personne n'a parlé. Parce qu'il n'y avait plus rien à ajouter. Le système avait été testé, et il s'était brisé. Pas entièrement, mais suffisamment. Suffisamment pour que ce soit grave. Je me suis adossé à ma chaise, laissant la tension retomber de mes épaules. C'est fini, ai-je murmuré. Mon père ne m'a pas regardé, mais je l'ai entendu dans sa voix quand il a répondu. Non, a-t-il dit. Un silence. Puis, c'est pris en compte. Et d'une certaine façon, cela semblait plus définitif que n'importe quoi d'autre. La pièce n'a pas retrouvé son aspect normal. Pas tout de suite. Les gens ont ramassé leurs dossiers, mais plus lentement qu'avant. Les chaises ont glissé en arrière avec un bruit plus étouffé. Les conversations, quand elles ont repris, sont restées basses, prudentes, comme si tout le monde était conscient que quelque chose de fondamental venait de basculer sous leurs pieds. Personne ne s'est précipité dehors, pas même ceux qui avaient probablement des autres obligations ailleurs. Parce que des moments comme celui-ci ne s'arrêtent pas quand la porte se ferme. Ils persistent. Il s'infiltre dans les murs, dans les habitudes, dans la façon dont les gens se regardent les uns les autres par la suite.
Mon père a congédié l'assemblée des un simple hochement de tête. Ce sera tout, a-t-il dit. Pas de discours, pas de leçon de morale. Juste ce qu'il fallait. Un par un, ils se sont levés. Certains d'entre eux l'ont regardé en sortant. De façon brève, respectueuse, peut-être un peu plus songeuse qu'une heure auparavant. Des autres ont évité de croiser le moindre regard. Le capitaine Dubois s'est arrêté à la porte. Il ne s'est pas retourné. Mon général, a-t-il dit d'une voix mal assurée. Oui. Un temps. J'y aurais dû vérifier. Mon père n'a pas hésité. Oui, a-t-il répondu. Vous auriez dû. Il n'y avait aucune colère là-dedans, juste la vérité. Dubois a hoché la tête une fois, puis est sorti. La porte s'est refermée. Le silence a suivi. Pas inconfortable, juste absolu. J'y ai regardé les chaises vides sur l'écran pendant un moment, puis je me suis laissé aller en arrière et j'y ai expiré lentement. Eh bien, ai-je dit. Ça répond à quelques questions. Mon père a éteint le moniteur. La pièce s'est légèrement assombrie lorsque l'écran est devenu noir. Ça répond à celle qui importait, a-t-il dit. Je l'ai observé. Tu savais déjà la plus grande partie de tout ça, ai-je dit. J'y en savais assez pour attendre, a-t-il répliqué. Et maintenant? Il n'a pas répondu tout de suite. Il s'est plutôt dirigé vers la fenêtre sur le mur des en face. Elle donnait sur une partie de la base, des rangées ordonnées de bâtiments, le drapeau tricolore flottant au vent, une poignée de militaires traversant le parking en contrebas, un pas déterminés. Pour un homme qui avait passé sa vie à l'intérieur de ces institutions, il avait toujours préféré regarder vers l'extérieur. C'est documenté, a-t-il fini par dire. Ça sera enquêté, traité dans les règles. Pas de raccourcis, pas d'arrangements en douce. C'était une autre chose que j'y avais apprise de lui. Même pour Moreau, ai-je demandé. Il a hoché la tête. Surtout pour Moreau. J'y ai laissé cela et s'imprégner. Il fut un temps où j'y aurais peut-être demandé pourquoi. Pourquoi ne pas régler ça discrètement? Pourquoi ne pas protéger la réputation du commandement? Mais je connaissais déjà la réponse. Parce qu'une réputation bâtie sur le silence ne tient pas. Parce que les systèmes qui ne se corrigent pas d'eux-mêmes finissent par s'effondrer. Parce que, malgré tout le pouvoir que mon père détenait, il n'était pas censé servir de bouclier contre la vérité. Il était censé la servir. Je me suis levé, m'étirant légèrement, sentant la raideur dans mes épaules d'être resté immobile si longtemps. Alors, ai-je demandé, que est-ce qui va arriver aux gendarmes à l'entrée? Mon père a jeté un coup d'œil vers moi. Il a suivi ce qu'on lui a appris à suivre, a-t-il dit. Il sera réformé. Pas puni, puis, j'y ai posé la question que je n'avais pas encore formulée. Pourquoi m'as-tu appelé? Il s'est tourné complètement cette fois. Non pas comme un général, mais comme mon père. Parce que j'y avais besoin de savoir si tu le verrais, a-t-il dit. Voir quoi? Il a soutenu mon regard. La différence entre ce que les gens affirment qu'une chose est, a-t-il dit, et ce qu'elle devient réellement quand personne ne la remet en question. J'y ai réfléchi à ça, puis j'y ai fait un petit signe de tête. Et si je n'étais pas venu, ai-je demandé. Il n'a pas hésité. J'y aurais terminé tout ça sans toi, a-t-il dit. Bien sûr qu'il l'aurait fait. Ce n'était pas la question. Mais tu es venu, a-t-il ajouté. Et ça a eu de l'importance. Une autre pause. Plus courte, cette fois. Oui, a-t-il conclu. C'était tout. Mais c'était suffisant. J'y ai marché avec lui dans le couloir. Le bâtiment me semblait différent maintenant. Pas parce qu'il avait changé, mais parce que j'y avais changé. Ou peut-être parce que je le comprenais enfin de la même façon que lui. Au poste de contrôle, le même garde était toujours en service. Il a levé les yeux à notre approche, et cette fois, il s'est redressé, instantanément. Son expression a changé dès qu'il a vu mon père. Mes respects, mon général, a-t-il dit en se mettant au garde à vous. Puis, son regard s'est posé sur moi. La reconnaissance n'a pas été immédiate, mais autre chose a surgi. L'incertitude. Le genre d'incertitude qui survient lorsqu'une personne réalise que la version de la réalité sur laquelle elle s'est appuyée pourrait bien ne pas être la seule. Mon père s'est arrêté devant lui. Repos, a-t-il dit. Le garde s'est légèrement détendu.
Mon général, a-t-il commencé. Mon père a levé la main. Pas pour le faire taire, juste pour le stopper. Vous avez fait votre travail, a-t-il dit. Maintenant, vous allez apprendre à le faire mieux. Le garde a hoché la tête rapidement. À vos ordres, mon général. Mon père s'est écarté, me laissant la voie libre vers la sortie. Pendant un instant, je suis resté planté là, à regarder la porte, sous le panneau qui indiquait toujours « Zone militaire, accès restreint ». Puis je me suis tourné vers le garde. « Je m'appelle Camille Vallet », ai-je dit calmement. « Je ne viens pas souvent ici. » Il a cligné des yeux, assimilant l'information. Puis, bien compris, madame. Ni sur la défensive, ni méprisant, juste en train de s'ajuster, d'apprendre. Je lui ai adressé un petit signe de tête, puis je suis sorti à la lumière du jour. L'air me paraissait différent dehors. Plus frais, plus propre. Ou peut-être que c'était juste moi. Je me suis arrêté au bord du parking et j'y ai regardé le bâtiment. De l'extérieur, il avait l'air exactement le même que ce matin. Solide, ordonné, inchangé. Mais j'y en savais plus maintenant. Les systèmes ne restent pas solides parce qu'ils ne subissent jamais de pression. Ils restent solides parce que quelqu'un est prêt à les tester, à les remettre en question, à les corriger lorsqu'ils commencent à dériver. Mon père avait fait cela aujourd'hui, discrètement, totalement, et à sa manière. Et il m'avait fait confiance pour le voir. Je suis monté dans ma voiture, mais je ne l'ai pas démarrer tout de suite. Au lieu de cela, je suis resté assis un moment, les mains posées sur le volant, repensant à tout ce qui venait de se passer. À la facilité avec laquelle j'y aurais pu repartir au portail, accepter ce qu'on m'avait dit, laisser quelqu'un d'autre définir ce qui était vrai. Et à quel point le résultat aurait été différent si je l'avais fait. J'y ai laissé échapper un lent soupir, puis j'y ai finalement mis le contact. En quittant le parking, j'y ai jeté un dernier coup d'œil dans le rétroviseur. Le bâtiment devenait de plus en plus petit derrière moi, mais la leçon, elle, ne rapetissait pas. Dans un monde où les choses sont répétées assez souvent pour sembler réelles, il est crucial de savoir qui est prêt à poser une question de plus.